Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques résultats qui concernent l'étude des crues rares, le premier volet du projet qu'on a appelé, qu'on a baptisé ECREST. Et le deuxième volet, donc je ferai une restitution plus tard. Ce projet d'estimation des crues rares s'attaque à la modélisation hydrologique des bassins versants de l'île de Tahiti. Alors, ce n'est pas mince à faire, parce qu'il faut utiliser les jeux de données disponibles et les faire cracher une certaine vérité avec le souci d'encadrer les incertitudes, les erreurs. Ça, pour des physiciens ou pour les hydrologues, pour même les bureaux d'études, c'est très important d'avoir quand même une marge de confiance sur ce qu'on peut être amené à livrer en termes de dimensionnement des ouvrages. Donc, la collaboration a été étroite entre les collègues chercheurs de l'UPF, moi-même, l'IRD Hydrosciences Montpellier, l'INRAE de Lyon et Avignon, et la SPID, ici représentée par Madame Anne Vautravers, ainsi que les partenaires qui ont fourni des données précieuses de pluie, de hauteur de cours d'eau, transformées et converties en débit. Et là encore, ça n'a pas été mince à faire parce qu'il fallait vraiment fouiller les données, travailler sur les courbes de tarage, c'est-à-dire les courbes de transformation entre la hauteur d'eau et le débit à partir des jaugeages disponibles. Donc nous avons mené cette aventure avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de difficultés, mais on est parvenu à des résultats probants que je vais dans un instant vous livrer. Alors la problématique, c'est donc on s'intéresse au bassin versant. Qu'est-ce qu'un bassin versant? Alors on a coutume, l'hydrologue travaille sur son unité de prédilection qui est une surface qui est délimité par un point qu'on appelle exutoire, un émissaire, un point qui est pris en aval d'une rivière et qui est délimité par la ligne de partage des eaux. Pour faire court, c'est la ligne de crête. Donc ça, c'est l'unité de travail d'un hydrologue. Alors le bassin versant, c'est un intégrateur des processus liés au cycle de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on entend par processus liés au cycle de l'eau? Vous avez donc le ruissellement, l'infiltration et ce qui passe dans les nappes souterraines. Donc, il y a aussi donc, le processus de vidange des nappes, de ressuyage des nappes. À cela s'ajoutent des contrastes sur le territoire tahitien qui, d'abord en termes de géologie, avec des formations volcaniques anciennes, plus ou moins altérées, ainsi que des formations relativement plus récentes. Les régimes contrastés hydroclimatiques liés donc à l'exposition au vent ou encore au phénomène de zone de convergence du Pacifique Sud. Le relief est très montagneux et puis vous avez donc des fortes pentes et donc des effets orographiques. Et je rajouterai le terme d'occupation des sols. Tous ces contrastes se combinent et engendre de fortes variations de la réponse hydrologique dans les bassins. Des petits bassins, parce qu'ils sont petits, ils sont très réactifs. Qu'est-ce qu'on entend par très réactifs? Eh bien, ils ont des temps de réponse de l'ordre de la demi-heure à quelques heures. Alors,
nous avons entrepris de mieux comprendre la variabilité spatiale des phénomènes hydrologiques pour transposer les fonctionnements observés sur de nombreux sites dépourvus d'observation. On s'est demandé comment intégrer les forçages hydrologiques dans un modèle de pluie-débit. Le débit, c'est la grandeur de prédilection de l'hydrologue, qui est un volume par unité de temps. Je le précise parce qu'il y en a qui ne savent pas. Et donc, à adapter à l'hydrologie tahitienne. On s'est fixé comme feuille de route de restituer la variabilité spatiale des comportements hydrologiques, c'est-à-dire de régionaliser et, plus concrètement, d'estimer les extrêmes de crue. Et donc ça, on le fait non seulement pour mieux comprendre les aléas et les risques hydrologiques, mais on le fait pour un objectif opérationnel qui est de produire un outil numérique de prédétermination des crues de projets essentiels aux travaux de dimensionnement des infrastructures qui sont menés par les bureaux d'études. Alors, pour attaquer donc ce problème de modélisation hydrologique, on est confronté à la méconnaissance des contributions liées au forçage, au processus à l'origine de la formation des crues. Alors, tous ceux qui vous disent qu'à Tahiti, on connaît tout de l'hydrologie, eh ben, ils ont vraiment rien compris. Se pose le problème de spatialisation de la pluie et du débit. Elle est largement insuffisante en raison du réseau de mesure qui est relativement peu dense, en l'absence d'une couverture spatiale de type radar météo, et on connaît en très peu la pluviométrie en altitude. Entre parenthèses, il y a une manip en cours que je porte avec un collègue de l'INRAE qui consiste à mieux connaître la pluie en altitude avec donc, des capteurs autonomes donc, qui sont en cours d'acquisition de données depuis presque, c'est la 3e année. Et enfin, l'évaluation des extrêmes de pluie et de débit est limitée par la quantité de données et donc des chroniques qui sont souvent de périodes inférieures à 30 ans. Donc ça, c'est aussi un frein pour aborder les extrêmes de pluie et du coup et aussi des débits. Des solutions, on en a apporté quelques-unes. C'est donc l'adaptation, on a pu donc adapter pour Tahiti un modèle de pluie-débit régional, conceptuel, à l'échelle événementielle. Ça n'a pas été possible de le faire à l'échelle continue, tout simplement parce que les chroniques sont de bonne qualité, mais il existe de nombreuses lacunes dans ces séries temporelles. Le modèle est parcimonieux, je vais expliquer pourquoi il est parcimonieux, et flexible. Et on va dire que ce modèle est de performance acceptable, il ne demande qu'à être amélioré par l'apport de nouvelles données. Alors, nous avons aussi développé une méthode générique pour évaluer l'incertitude, comprendre ce qui se passe dans la modélisation. Donc, l'incertitude spatiale des pluies et leur impact sur la modélisation du débit. En fait, on a démontré dans un papier, et ça fait l'objet d'une publication en cours de rue, qu'il est quasiment impossible de choisir un proxy pour l'état initial d'humidité d'un bassin. Mais on sait faire avec. Et enfin, nous avons produit des indicateurs sous forme de cartes des indices de précipitation antérieure, des courbes d'intensité de pluie, durée, fréquence,
à partir donc de la loi de Pareto généralisée, donc la loi de dépassement des seuils. Et ces indicateurs sont primordiaux parce qu'ils servent à la prédétermination des crues de projet. Concernant le partenariat, en fait, il a été le premier volet du projet ECREST a été bâti vraiment parce qu'il y a un réel besoin pour les bureaux d'études. Donc, quand j'ai été frappée à la porte de la SPID, eh ben, on s'est tout de suite en fait, entendu sur le pourquoi, pour qui nous allions travailler sur cette modélisation hydrologique. Donc, ce réel besoin, il est lié tout simplement à la forte incertitude sur les débits extrêmes, avec un impact financier et foncier en termes d'aménagement du territoire. L'objectif attendu a été de développer une méthode de calcul des débits extrêmes adaptée pour les bureaux d'études polynésiens. Et cette méthode, elle doit être rapide à mettre en œuvre au regard des outils numériques disponibles, avec des paramètres facilement obtenables. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour les bureaux d'études, parce que sinon ça leur demande beaucoup de temps, et le temps, c'est de l'argent. Oui. Donc, les résultats faits marquants. Je n'ai pas beaucoup de slides, mais ça va être très concentré, on va dire. Nous disposons en fait sur la carte là, délimitée en rouge, eh ben, ce sont les 9 bassins versants jaugés qui sont suivis par le GEGDP, qui totalisent en tout 650 événements. Quand je dis 650 événements, en réalité, il y en a plus, mais quand on superpose les chroniques de pluie avec les chroniques de débit, ben on se retrouve avec un nombre réduit, tout simplement parce qu'il y a quand même des lacunes dans les données. Donc, ces 9 bassins ont servi à calibrer le modèle pluie-débit après de nombreuses tentatives. Et finalement, nous avons pu retenir une famille de modèles qui s'appelle SCS. Et le SMA, en fait, il tient compte de la condition d'humidité du bassin, condition initiale. Donc, ce modèle possède une fonction de production qui intègre les contributions hydrologiques du bilan hydrologique, c'est-à-dire ruissellement, infiltration, vidange. Et la fonction de transfert s'attaque à l'acheminement de la pluie efficace jusqu'à l'exutoire d'un bassin. 2 bassins jaugés de grande taille ont été utilisés pour valider notre modèle. Donc, le fait marquant, en fait, c'est d'avoir trouvé une relation entre l'indice de pluie antérieure avec 2 paramètres clés de la fonction de production, H0 et S. H0 est considéré comme le niveau initial du sol, dans le sol, et S, c'est la capacité de stockage dans le sol. Ces 2, en fait, paramètres sont interdépendants physiquement. Et donc, le résultat marquant, c'est qu'on a pu, en fait, régionaliser la relation entre l'indice de précipitation antérieure, journalier médian, et H0 sur S. On dit que ces rapports en valeur médiane, c'est-à-dire qu'on a utilisé vraiment tous les événements, et on a pris leur valeur médiane, et on a pu donc
tracer cette courbe de régression. Mathématiquement, c'est une courbe polynomiale, pour ceux qui intéressent. Et donc ça, c'est le truc génial du travail de Garance. Et donc sur la cartographie des IPA, l'indice de puits antérieur, en fait, journalier, eh ben, en fait, c'est plus facile de générer cette carte et de s'appuyer sur cette carte pour entreprendre la modélisation. En fait. C'est ça la chose importante à retenir. Alors, oui. Alors, vous avez, on trace une régression, mais il y a un vide entre les valeurs de IP-médian entre 1000 et 1500. Et bien ça demanderait à être complété. Mais simplement, pour compléter, il faut surveiller plus de bassins qui correspondent à ces IP journaliers médians. Pour que la relation soit plus robuste. Juste avant la soutenance de thèse de Garance, qu'il a fait avec brio en janvier, nous avons tenu un atelier démo de modélisation hydrologique avec la plateforme ATIS qui a été développée par l'IRD Hydrosciences Montpellier. Et cet atelier a été offert à l'ensemble des partenaires, y compris la délégation à la recherche. Donc, en termes de production scientifique, nous sommes contents parce que on a pu publier 2 articles et 2 autres ont été soumis, notamment un sur la mise au point de la méthode originale pour quantifier l'impact des incertitudes spatiales de pluie sur les performances d'un modèle événementiel. Bon. Les perspectives, elles sont nombreuses, hein, mais je vais énumérer que quelques-unes. À court terme, Garance va travailler sur le guide d'estimation des crues rares pour finaliser en fait sur ce quoi on s'était entendu, améliorer le modèle de débit, pluie-débit régional, la spatialisation des pluies de projet pour estimer plus proprement les crues de projet. Et ce qui m'est à cœur, c'est de pouvoir continuer à améliorer et encourager les connaissances sur les processus hydrologiques et sur la ressource en eau. Et là, ça passe par cette série d'actions pour suivre la surveillance hydropluviométrique des bassins et en particulier jauger à moyenne et haute eau. Assurer une meilleure couverture spatiale de la pluviométrie, bien sûr en renforcement avec un radar météo, en renforcement du réseau de stations existants et autant que possible privilégier les techniques de l'hydrogéologie, hydrogéophysique pour évaluer le potentiel de l'eau souterraine. Et après, la dernière ligne, c'est ce qui m'intéresse. Le retour d'expérience. D'accord. Très rapidement. Donc aujourd'hui, effectivement, en tant que bureau d'études polynésien, ça fait 20 ans qu'on attendait ça, 20 ans, depuis la thèse de Voeteling. On va pouvoir le mettre en œuvre dès cette année avec un appel à projet sur les plans de prévention des risques. Et donc, on va pouvoir utiliser le modèle pour préciser les débits extrêmes et donc limiter l'impact foncier, notamment dans les zones rouges. Il y a des tests de sensibilité qui restent à faire. Je sais que l'IDI va continuer effectivement à recaler le modèle sur certains types de bassins versants pour s'assurer que le modèle est vraiment... Enfin, assurer la fiabilité. Et le gros problème qu'on voit, nous, en tant que privé, aujourd'hui, c'est la plateforme ATIS sur laquelle le modèle est développé, qui est une plateforme universitaire gérée par des universitaires. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse pérenniser de façon commerciale, avec une assistance technique et puis un suivi, une mise à jour informatique, comme on connaît, ce modèle dans le temps. Néanmoins, c'est réellement... Enfin, voilà, ça fait 20 ans que je travaille sur l'hydrologie en Polynésie, et c'était quand Lydie est venue, c'était une grande joie pour moi, et j'espère qu'on va continuer
à garder un lien maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Moi, je travaille à Ifremer. On est en train de créer une nouvelle unité mixte de recherche avec des autres entités de recherche dans le milieu. Et il y a un élément qu'on va incorporer dans cette nouvelle UMR, et que c'est un axe transversal qui inclut des processus écologiques, aussi l'influence de l'homme dans les milieux terrestres et les milieux marins. À Ifremer, notamment, on travaille sur la mer, mais dans cette UMR, on va avoir des collègues qui travaillent sur la terre. Et la connexion qui existe entre la mer et la terre se produit à travers des bassins versants. Et nous, on est super intéressés pour quantifier cette variabilité spatialement et temporellement. Donc, je suis content d'être ici pour voir ce travail. Je me demande aujourd'hui si nous, parce qu'à niveau privé, peut-être c'est compliqué d'avoir accès à ce modèle. Est-ce que nous, à niveau des institutions de recherche, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça sera accessible via le service de la direction de l'équipement au GEGDP, qui nous ont confié les données et nous les avons valorisées et on s'était engagé à ce que c'est de la recherche publique-privée. Mais Anne, elle sait très bien qu'on développe cet outil pour que les dimensionnements se fassent avec des outils modernisés. Il faut que ça serve à quelque chose, donc ça sera accessible. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir, tu nous dis à un moment donné que ton IPA est lié à ton HO et ton S. Comment vous faites pour avoir la partie HO et S? Vous avez des relevés de terrain qui vous donnent ces éléments-là? En fait, c'est les données de pluie et de débit disponibles, la superposition des chroniques de pluie et on a donc extrait des événements de pluie et débit. Là, on fait de la modélisation, on rentre dans la moulinette et ça ressort des valeurs de H, de S, sachant que H0 et S sont interdépendants parce que ça fait partie de du même réservoir. En fait. D'accord, uniquement. Ok, d'accord. Mais vous n'avez pas de mesures terrain qui vous permettent effectivement de quantifier au niveau de terrain directement. C'est-à-dire que tu n'as pas des points de mesure terrain. Ce sont les données acquises depuis 30 ans qui ont servi donc, au niveau des stations limnimétriques et des stations de pluie qui ont servi à nourrir le modèle, à tester. Vraiment beaucoup de tests pour trouver le modèle idéal, pour adapter le modèle idéal. Ok, merci beaucoup Lydie.